Bonjour à toutes et à tous. D'abord, je suis vraiment désolée de ne pas pouvoir être parmi vous pour cette table ronde. Je vous propose de contribuer quand même à ma manière aux discussions que vous allez avoir sur la thématique qui vous intéresse et en particulier sur celle qui est davantage de mon domaine, c'est-à-dire ce que serait une histoire inclusive du point de vue de sa transmission et plus particulièrement du point de vue de sa transmission scolaire. Euh, pour répondre à cette question, je vous propose de revenir un petit peu aux sources de ce qu'est l'enseignement de l'histoire depuis sa fondation, en tout cas dans l'école publique, hein, c'est-à-dire depuis qu'il s'est chargé d'une dimension commune de connexion avec un projet d'État, puisque c'est ça l'école publique. Les problématiques dans l'école privée sont différentes. De revenir donc sur cette histoire et de vous montrer que cette question d'une histoire inclusive, d'abord n'est pas nouvelle, elle est même, je dirais, directement adossée à celle de la nature de l'enseignement de l'histoire scolaire. Mais je vous montrerai en revanche que, au fur et à mesure du temps, elle s'est transformée. Et ce qui s'est transformé, ce n'est pas simplement le fait d'avoir une nouvelle question qui serait quelle histoire inclusive, mais c'est le fait d'avoir des nouvelles modalités d'inclusion à l'intérieur du récit scolaire de l'histoire. C'est-à-dire, pour le dire autrement, qu'aujourd'hui la question se pose d'une manière autre, ou en tout cas avec plus de tension, pour être plus précise, avec plus de tension qu'elle pouvait se poser à la fin du XIXe siècle. Alors d'abord, pour commencer, revenir un petit peu sur l'histoire de l'enseignement de l'histoire. À la fin du XIXe siècle, et plus particulièrement en 1867, au moment du ministère Duruy, parce que c'est là que l'histoire scolaire devient obligatoire dans l'école publique, en tout cas qu'elle s'institutionnalise à travers des programmes nationaux. L'école n'est pas encore gratuite, laïque, obligatoire, c'est vrai qu'elle ne le sera qu'en 1881 avec Jules Ferry, mais néanmoins, les historiens de l'éducation ont montré d'abord que beaucoup d'élèves étaient déjà scolarisés avant les lois Ferry, et d'autre part que les programmes nationaux n'ont pas attendu les lois Ferry avant d'entrer dans l'école publique. Et en particulier, pas les programmes d'histoire, puisque c'est à la fin du 19e siècle, 1867, que l'école publique intègre des programmes dits nationaux. Ces programmes vont revêtir la forme que vous connaissez tous de ce qu'on appelle aujourd'hui, ce qu'on n'appelait pas à l'époque, ce qu'on appelle aujourd'hui le roman national. Le roman national, c'est pas du tout une forme qui est inédite à l'école, c'est pas une forme qui est propre à l'école, c'est aussi la forme que prennent les travaux d'historiens qui sont en train de se développer exactement à cette époque-là. C'est le moment aussi où la discipline historique s'institutionnalise comme discipline professionnelle à l'université et où les historiens qui travaillent, on peut parler de Lavis, des frères Thierry, etc., sont des historiens qui vont travailler avec ce prisme du récit national. La France est en train aussi de se constituer comme nation et comme partout ailleurs, je vous renvoie aux travaux d'Anne-Marie Thiès, comme partout ailleurs, elle est en train de se raconter comme un soi national. Alors ce récit national ou ce roman national, qu'est-ce qu'il revêt comme contour ? D'abord, c'est un récit que l'on peut qualifier de récit progressiste, c'est-à-dire que c'est une croyance aussi typique du XIXe siècle que l'histoire avance vers du toujours mieux. Donc on est vers un récit qui est très linéaire et qui va toujours vers une amélioration, récit progressiste. Deuxième critère du récit national, c'est un récit qui est continu. Il est continu et pour qu'il y ait cette continuité, d'abord il faut un début, donc c'est ce que vous connaissez bien, il y a 2000 ans notre pays s'appelait la Gaule et ses ancêtres les Gaulois, la fixation du début au temps des Gaulois vient du 19e siècle, il faut un début et ensuite il faut un déroulé, une narration, un déroulé qui opère sous une forme continue, ce qui sous-entend d'avoir des causalités qui sont des causalités quasi évidentes, quasi naturelles, comme une forme de fatalité de l'histoire. C'est un récit qui est très fataliste, c'est-à-dire que ce qui advient était presque attendu.
C'est un récit qui est continu, c'est un récit qui repose sur des grands personnages. Il est donc très personnifié, voire héroïsé, ces grands personnages étant quasiment exclusivement, voire exclusivement en fait masculins, parce que on nous donne souvent le contre-exemple de Jeanne d'Arc, mais enfin Jeanne d'Arc est dotée d'attributs masculins lorsqu'elle entre dans le récit national, et c'est un récit également qui repose sur des événements qui sont des événements considérés comme des jalons chronologiques, la fameuse frise, des jalons qui sont des jalons fondateurs. Et dans le récit national, chaque événement et chaque personnage incarne un motif à la fois d'identification possible, mais aussi un motif de fierté. Pourquoi ? Parce qu'en cette fin du XIXe siècle, il s'agit de construire, comme je le disais, un soi national, et ce soi national doit permettre à toutes et à tous de se reconnaître dans un récit commun. C'est la raison pour laquelle ce récit entre à l'école de façon, je dirais, presque quasi identique au récit scientifique, ce qui est assez inédit en fait dans l'histoire de l'enseignement de l'histoire, parce que ensuite le décalage va se creuser entre la recherche et l'école. Mais au XIXe siècle, d'ailleurs, ce sont les mêmes, ce sont les chercheurs. Lavis, par exemple, c'est un personnage qui est tout à fait à l'interface entre le monde académique et le monde de l'école. Il est à la fois un universitaire, il est professeur à la Sorbonne, mais il est aussi un pédagogue, franchement animé en plus d'une fibre pédagogique, ce qui n'est plus forcément le cas de tous nos universitaires. Il est aussi un pédagogue et c'est lui qui va travailler à la vulgarisation de ses propres recherches historiques pour les faire passer dans les programmes et puis également dans les manuels, les fameux petits Lavis, qu'il va ensuite écrire pour les enfants. Donc, ce programme tel quel, dès la fin du XIXe siècle, et ensuite sous Jules Ferry, va passer dans l'école, et on le voit, il a pour vocation d'être un motif d'unification, d'homogénéisation nationale. On est bien là déjà dans une manière de penser la problématique qui est la vôtre aujourd'hui, c'est-à-dire ce que serait une histoire inclusive. Mais inclusive par rapport à quoi ? Eh bien, en cette fin du XIXe siècle, inclusive par rapport à la multiplicité des identités régionales qui constituent cette France à cette époque-là. Je vous rappelle quand même que on est dans un espace, dans un territoire qui est un territoire mosaïque. Vous avez des enfants qui ne se comprendraient pas s'ils se rencontraient à la fin du XIXe siècle, des adultes non plus d'ailleurs. Donc, une homogénéité nationale, c'est la finalité identitaire de l'enseignement de l'histoire, qui est une identité nationale, qui va s'adresser également aux enfants des colonies, des indigènes. Les colonies sont en train d'être conquises. Bon, l'Algérie l'est déjà depuis très longtemps, mais cette fin du XIXe siècle, vous savez aussi, est un moment d'expansion coloniale des puissances européennes. Et bien sûr, c'est pas pour rien si Jules Ferry est à la fois le Jules Ferry de l'école et le Jules Ferry des colonies, mais ça vous le savez très bien. Trouver également un motif de reconnaissance d'un soi dans une fierté patriotique, et ça c'est en revanche typique de l'école de Jules Ferry, parce qu'après 1870, après la défaite, il fallait montrer sa capacité à la revanche. Donc ces nouveaux programmes qui vont entrer dans l'école de Jules Ferry vont se charger d'une dimension patriotique, et ça, pour le coup, Lavis a une très très grosse part de responsabilité là-dedans, on le voit très très bien dans les manuels qu'il écrit. Et puis des programmes qui vont se charger aussi d'une finalité pas forcément républicaine. On dit souvent que ce sont des programmes républicains. En réalité, la thématique républicaine est très peu présente dans l'histoire scolaire de la fin du XIXe siècle. Mais en revanche, une finalité civique qui est une finalité d'adhésion à l'ordre et d'adhésion au pouvoir. Alors évidemment, il se trouve que sous la Troisième République, c'est une adhésion au pouvoir républicain, mais déjà sous Napoléon III, c'était une adhésion au pouvoir impérial. Donc, finalité d'identité nationale, finalité civique, adhésion au pouvoir, non-subversion, non-révolte, et finalité également intellectuelle, connaître l'histoire de son pays. Vous voyez bien que dans cette trame, dans cette première trame, dans cette matrice, qui est une matrice qui nous colle véritablement à la peau dans l'histoire scolaire, dans cette matrice, il y a bien cette dimension déjà d'une stratégie d'unification, d'union, d'homogénéisation, qui part d'une trame spécifique surplombante, celle des grands personnages, celle d'une avancée progressiste, linéaire, et
et surtout qui, de par sa forme, de par son écriture, invisibilise en fait une très grande partie des acteurs sociaux constitutifs du moteur de l'histoire. Elle invisibilise les femmes, elle invisibilise aussi les ouvriers, les anonymes, les vous et moi du passé. Et puis, bien entendu, elle invisibilise aussi les habitants des colonies, les indigènes et toute forme de minorité, en fait, qui seraient davantage des gens ordinaires plutôt que ces grands personnages qu'on suppose être des moteurs actifs de l'avancée de l'histoire. Et c'est là, en fait, c'est ce modèle-là que je viens de vous décrire, qui aujourd'hui est mis en tension par les nouveaux débats sur le caractère inclusif de l'enseignement de l'histoire. Je dis mis en tension parce qu'il est encore là. Ce modèle, il est encore là. Et même, je dirais, il revient en force. Il revient en force à travers les usages politiques de l'histoire. Quand on entend par exemple un ministre de l'Éducation réclamer un retour au récit national, on voit bien qu'il y a là une prise de position politique qui relève à mon avis d'ailleurs de l'ordre de la foi, sur la croyance dans les vertus unificatrices, homogénéisantes du récit national. Lorsque vous avez des éditorialistes qui réclament, je pense à Natacha Polony par exemple, qui réclament directement à Emmanuel Macron à quand un récit national à l'école, on voit bien aussi que là, c'est vraiment quelque chose qui n'a pas disparu. Je ne parle pas évidemment de François Fillon, qui lui en plus voudrait qu'on enseigne les aspects positifs de la colonisation. Donc, cette croyance dans les vertus homogénéisatrices, voire même aujourd'hui thérapeutiques, parce que c'est présenté en plus comme des solutions vis-à-vis du risque de terrorisme islamiste. Donc bon, voilà, on voit bien que c'est carrément même, on n'est plus dans le thérapeutique, on est quasiment dans le thaumaturgique. Ces croyances dans les vertus thaumaturgiques de l'enseignement de l'histoire, elles sont encore là. Et certains réclament que cette matrice de récit national revienne dans les programmes de façon quasiment intègre, je dirais presque intégriste, à la manière dont elle était en place à la fin du XIXe siècle. Mais évidemment, en face, ils ont désormais des contradicteurs. Et ces contradicteurs sont toutes celles et ceux qui considèrent que pour se retrouver dans un récit commun, eh bien, la première condition, c'est qu'ils y apparaissent, eux et elles, en tant qu'acteurs de l'histoire. C'est cela que veut dire toutes les revendications, toutes les demandes de reconnaissance qui viennent de plusieurs catégories, de plusieurs groupes, des demandes d'abord d'associations féministes. Tous les débats sur l'histoire inclusive, d'une certaine manière, pourraient être transposés dans l'enseignement de l'histoire, sur l'écriture, je veux dire, inclusive, pourrait être transposée dans l'enseignement de l'histoire. Donc reconnaissance du rôle des femmes dans l'histoire, bien évidemment. Reconnaissance également, et c'est ce qui crispe le plus en réalité, des groupes qui considèrent qu'ils ont été invisibilisés, occultés par ce récit national et qui ont raison de le considérer, en particulier les groupes héritiers de l'immigration, d'une immigration coloniale et post-coloniale principalement, ceux qui vont se revendiquer comme descendants d'esclaves, et je pense notamment au CRAN, mais à toutes ces associations qui ont milité pour la reconnaissance de l'esclavage comme un crime contre l'humanité, et d'une manière générale aussi, tous les héritiers des mouvements sociaux, de l'histoire ouvrière, de tout ce qui a fait aussi que l'histoire se transforme, que le présent est ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire aussi en termes de droits, en termes de patrimoine, de paysage, le produit d'un certain nombre de mobilisations sociales. Et donc vous voyez qu'on a en fait deux paradigmes qui aujourd'hui sont en opposition et qui sont quasiment irréconciliables. Un premier paradigme qui est le paradigme national républicain, qui considère que la reconnaissance des identités particulières ou des identités collectives est une entorse qui est faite à l'universel républicain. Et un second paradigme, qui est celui qui va davantage revendiquer une logique de reconnaissance, qui considère en revanche qu'il faut inventer un nouveau récit qui laisse une place, qui reconnaît une place à tous ces groupes, tous ces acteurs sociaux, tous ces invisibilisés
par le récit national. Et cette seconde trame est à inventer. Et je crois que l'une des conditions pour l'inventer, parce que c'est celle que moi je vais davantage soutenir, bien entendu, l'une des conditions pour l'inventer, c'est d'abord de s'adosser aux recherches historiographiques, parce que la recherche scientifique, elle, depuis longtemps, sait mettre en avant tous ces invisibilisés de l'histoire. On a plein d'ouvrages qui le font. Je renvoie à dernier de Zancarini Fournel sur les luttes et les rêves. Donc se mettre en adéquation avec la recherche historiographique est fondamental. Il n'y a plus de recherche historiographique sérieuse qui revendique un récit national, ça n'existe plus. Deuxième condition, élargir l'échelle d'appréhension de l'histoire scolaire de manière extra-hexagonale, ça me semble aussi fondamental, c'est-à-dire travailler sur les mobilités, travailler sur les migrations, travailler sur la circulation des hommes et des femmes. Troisième condition, avoir un récit qui soit davantage immanent, c'est-à-dire qui parte du bas, un récit par le bas, qui montre aussi que il y a différentes échelles de l'histoire, qui sont aussi des échelles de temporalité, que l'échelle de la paysannerie n'est pas celle des villes, et que l'échelle de Paris n'est pas celle de la province, par exemple, et que l'échelle des colonies n'est pas celle de la métropole, par exemple, et qui montre également que l'histoire coloniale, puisqu'on en parle, est une histoire qui imprègne l'histoire nationale depuis le XVe siècle, c'est-à-dire depuis la première expansion coloniale liée aux traites transatlantiques, et que l'histoire du capitalisme, par exemple, ne peut pas se comprendre sans une appréhension de l'histoire coloniale, et que tout le reste de l'événementiel ne peut pas se comprendre sans une appréhension de l'histoire coloniale. Donc ma proposition serait de ne pas faire ce qui est actuellement fait, c'est-à-dire d'accorder une place ponctuelle aux groupes qui le demandent, dans les manuels scolaires, faire une double page, faire du colonial par-ci, faire de l'histoire de l'immigration par-là, mais inventer un récit qui, par le biais d'une multiplication des échelles, permette au contraire que tous ces groupes soient inclus de manière, je dirais, quasi naturelle dans la trame narrative du passé national. Voilà, à très bientôt. Au revoir.